toutes et à tous et belle année 2023, chers lecteurs et internautes. Une année 2023 qui devait constituer une pause électorale après la présidentielle et législative de 2022. Mais à Angoulême et alentour, sur toute la première circonscription de la Charente, on va bel et bien repasser aux urnes les 22 et 29 janvier prochains. Et c'est à notre premier invité de l'année, René Pilato, qu'on le doit. René Pilato, bonjour et bonne année à vous aussi. Bonjour Monsieur Karoum, excellente année 2023 à vous et à toutes les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup. La dernière fois qu'on vous a accueilli sur ce plateau, c'était au mois de juin, dans la peau d'un candidat déçu, battu de seulement 24 voix. On vous retrouve quelques mois plus tard en candidat ambitieux, après l'invalidation de l'élection par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a incité à déposer ce recours ? On a fait une vérification de routine puisque l'écart était quand même faible, 24 voix. Et on s'est rendu compte au bout de 48 heures qu'il y avait beaucoup d'anomalies. Donc on a fait un appel au secours aux militants. On a vérifié tout ce qu'on pouvait vérifier en 10 jours. Et on s'est arrêté à environ 600 anomalies qui nous paraissaient suspectes, quoi, voilà. 600 sur 24 voix d'écart, effectivement. Voilà, on s'est arrêté. C'était quel type d'anomalie On a eu de tout, des signatures extrêmement différentes entre le premier et le deuxième tour sans procuration, des signatures au milieu de deux cases qui étaient comptabilisées premier et deuxième tour, du correcteur orthographique, des flèches et surtout des procurations manuscrites qui, quand on est allé vérifier au Conseil constitutionnel qui a rapatrié le matériel, il y a 64 procurations manuscrites qui n'existaient pas, quoi. Pour vous, Thomas Mesnier a triché ou vous considérez que c'est un défaut de contrôle, de compétence dans les bureaux de vote? Non, Thomas Mesnier, il n'est pas dans chaque bureau de vote pour dire ce qu'il faut faire ou pas. Non, je pense que c'est de mauvaises habitudes qui ont été prises. Il y a les assesseurs qui font leur boulot, et puis après il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir peut-être des manœuvres. Mais quoi qu'il arrive, quand il y a une erreur, l'erreur est humaine, il faut simplement le notifier au PV, et puis on passe à autre chose. Là, il n'y avait rien dans les PV, et il y avait quand même des choses qui nous paraissaient plus que surprenantes, quoi. Là, j'ai pu voir que vous aviez lancé des formations assesseurs dans l'objectif de ce scrutin. C'est justement pour pouvoir avoir des militants, des yeux et des oreilles dans chaque bureau de vote que vous voulez les former, qui est un contrôle. Alors, la formation assesseur, elle est ouverte à toutes et à tous, quel que soit leur bord politique ou non politique. C'est fait par une association. On n'y participe pas, nous, mais il est évident qu'effectivement, on souhaite pouvoir donner le coup de main. Et on avait décidé de faire cette formation bien avant la décision du Conseil constitutionnel, puisque en début septembre, on s'est dit non, vu ce qu'on a constaté, quelle que soit la décision, il faut que les gens se réapproprient la démocratie et se réapproprient les bureaux de vote pour que ça se passe au mieux. Vendredi, il y a eu le tirage au sort des candidats à la préfecture, même si la campagne officielle avait déjà commencé, là elle est vraiment lancée. Comment abordez-vous cette campagne éclair? On n'a que 3 semaines avant le premier tour. C'est tous les jours, terrain. Oui, tous les jours terrain, et je ne vous cache pas que nous sommes allés aux amphis, les universités d'été de la France insoumise, et on nous a clairement dit préparez-vous. Préparez-vous parce que la majorité relative est tellement faible que ça risque de coincer assez vite, une fois qu'on a fini les 49.3, là, qu'on est sorti des budgets, il n'en reste plus qu'un. Donc, quelque part, on a vu des amendements passer pour une voix. Par exemple, quand je suis allé au Conseil constitutionnel, c'était le 1er décembre, le 2, il y a la décision, et dans la nuit du 1 au 2, c'était la niche des Républicains, et contre l'avis du gouvernement, un amendement est passé à une voix près, 41 voix pour et 40 contre. Donc chaque député va compter de plus en plus. 41 contre 40 sur 577 députés. Sur les présents qui étaient là. Oui, non, mais après. Il y a un problème quand même. Alors j'ai appris depuis qu'effectivement ils sont en commission parlementaire et ils sont aussi en circonscription. C'est vraiment. C'est même étonnant qu'on n'ait pas un fonctionnement un peu différent où il y a le travail en commission et puis après on arrête et puis on va voter, quoi. Ça me paraîtrait plus logique. On sait désormais qui sont les candidats en piste. Au final, vous êtes 8. À gauche, vous êtes seul avec le candidat de Lutte ouvrière. Vous considérez qu'un boulevard s'offre à vous? Pour mémoire, au premier tour, en juin, il y avait Jean-François Doré en candidature dissidente de gauche. Là, il n'y a aucun dissident, vous êtes tout seul. Alors un boulevard, non. Mais on va dire qu'on part avec une situation un peu plus favorable, une droite éclatée, une gauche rassemblée. C'est bien, c'est bien. Après,
la dynamique de campagne est très importante. On avait bénéficié de l'accord NUPES et de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon qui finit à 22%, je crois, de mémoire. Et là, on n'est plus dans la même dynamique. Donc, quand on faisait le total des voix de gauche au mois de juin, si tous les reports s'effectuaient, on était à 40%. D'ailleurs, on peut revoir les résultats du premier tour des législatives à l'écran. Effectivement, vous étiez à 27,53 au premier tour, Jean-François Doré à 12,5. Ça fait 40. On est déjà à un peu plus de 40. Voilà, et on est allé chercher 10 points, sachant qu'il y a des électrices et des électeurs de Jean-François Doré qui ne se sont pas reportés. Peut-être avait-il peur à l'époque d'une gauche de rupture, hein, il faut l'entendre. Aujourd'hui, on a montré à l'Assemblée qu'on était très constructif, bien sûr, en opposition. Alors, tout le monde n'a pas cette position, mais on y reviendra plus tard. D'accord. Bon, alors on y reviendra plus tard. Pour revoir les résultats du premier tour, Thomas Mesnier était à 30%, vous à 27%, le troisième était plus de 11 points derrière, et ce qui représente 4600 voix, c'était Anna Martinez du RN à 16,05 et non pas 16,5. L'écart est tel que 7 mois plus tard, vous considérez que la finale, on part vers une revanche dans tous les cas où la situation a tellement changé que les cartes sont totalement rebattues, à vos yeux? Je pense que la situation a totalement changé. Depuis, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale et les ex-LREM, aujourd'hui Renaissance, Horizon, peu importe, sont restés sur la même logique. C'est-à-dire que l'utilisation abusive du 49.3 par Madame Borne a vraiment choqué beaucoup de monde. Nous, on le voit sur le terrain, les gens ne comprennent pas. Quand vous avez des amendements qui sont votés par les oppositions, qui a une majorité, il y a un travail qui est fait. Ce sont quand même les députés, des gens qui bossent. On les fait plancher 2 jours, 3 jours, 4 jours. L'amendement passe, arrive Madame Borne, paf, elle met un 49.3, elle garde quelques amendements de la majorité présidentielle et tous les autres, elle les balaye d'un revers de main. Ben, c'est se moquer de la démocratie et je pense que ça, les gens n'apprécient pas vraiment. En tout cas, les électrices et les électeurs qu'on croise, 2 sur 3 nous en parlent. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en juin, vous aviez bénéficié de toute la communication nationale et de la nouveauté, de la très-nouveauté de la NUPES. Aujourd'hui, il n'y a que 3 législatives partielles. C'est un désavantage de plus être vraiment dans l'élection commune. L'étiquette, le bruit autour de l'étiquette sera moins important pour vous? Ce qui a été surprenant, c'est que la NUPES, en 3 semaines, a pris. C'est-à-dire qu'on voyait les gens qui faisaient lever, on voyait les gens qui s'étaient imprégnés. Il y avait une telle envie d'union de la gauche, il fallait que l'élection présidentielle tranche. Elle a tranché, il y avait une multitude de candidats à gauche, c'est la gauche de rupture qui l'a emporté. Les quadras ont fait un travail extraordinaire, ils ont réussi à se mettre d'accord autour de 600 mesures, c'est le programme de la NUPES, et 50 qui étaient mises à discrétion du Parlement. Donc ça veut dire que sur 600 mesures, la NUPES tient. Et les motions de censure ont été déposées en commun ou seules, les amendements sont poussés par les uns, par les autres. Mercredi, il y aura effectivement le lancement officiel de la campagne et l'inauguration du local de campagne. Il y aura Manuel Bompard et Elisa Bellucco. Donc ils sont là pour montrer que la NUPES travaille ensemble. Vous pourrez leur poser les questions. Et au-delà du murmure, je dirais pas ici, hein, médiatique à Paris, qui veut toujours mettre des coins pour nous diviser, bah, je trouve que les députés qui sont à l'Assemblée sont très solides et travaillent vraiment très très bien. Hâte de les rejoindre, on va dire. En juin dernier, l'un de vos mots d'ordre, à vous aussi, sur ce plateau, était « Élysée Mélenchon à Matignon ». Là, même si on vote pour vous, même si vous l'emportez, Mélenchon n'ira pas à Matignon. Du coup, à quoi ça sert? Une voix de plus ou une voix de moins pour la NUPES à l'Assemblée nationale? Je le disais tout à l'heure, il y a des amendements qui passent à une voix près. Imaginons que sur les 3 législatives partielles, et il y en a d'autres, hein, puisque... il y a une deuxième vague plus tard. Oui, en fait, il y en avait 23 qui étaient restés, 3 ont été examinés, puis il y en a d'autres qui vont être examinés. Imaginons que la majorité présidentielle perde 10 sièges, et que la NUPES en gagne 10. Ça fait un différentiel de 20. Il y a des amendements qui passent à une voix près. Avec 20 d'écart, ça risque de changer beaucoup de choses. Cette campagne va coïncider avec le début du débat sur la réforme des retraites. C'est du pain béni pour vous? On va dire que ça ne nous dérange pas. D'accord. Sur la retraite, votre position, donc je suppose que c'est ni 64 ni 65.
Celle de René Pilato et de la NUPS, du coup, concrètement, c'est quoi? C'est on ne touche pas, on revient. Enfin, si on touche, mais on revient à 60 ans? Oui, bien sûr. Marisol Touraine qui nous a fait une retraite qui évoluait vers plus de trimestres pour avoir la retraite, ben, on revient dessus. On revient dessus parce que, M. Karoum, il faut que les gens comprennent. À 62 ans, un quart des ouvriers sont morts. Morts. Et on va leur dire, tu vas travailler jusqu'à 65. C'est pas possible. Pire, M. Philippe, donc le mentor de M. Meignet, lui c'est 67. Donc quelque part, au bout d'un moment, est-ce qu'on doit travailler jusqu'à la mort sur son poste de travail? Je ne le pense pas. C'est un droit, c'est comme tous les droits, c'est-à-dire qu'on a le droit de prendre sa retraite à 60 ans. Ceux qui veulent continuer, et continuent. On n'est pas dans le dogme. C'est-à-dire qu'on propose aux gens qui se sentent, bah, tu te sens, tu continues. Tu es fatigué, tu as donné toute ta vie, ton corps est usé, tu as travaillé dans le bâtiment, dans des métiers pénibles, dans l'aide à la personne, à soulever des corps. Bah oui, bah, repose-toi, et c'est un repos bien mérité. Donc voilà. Regrettez-vous que ce deuxième tour, si deuxième tour il y a, mais bon, normalement oui, ait lieu en plein festival de la BD? Est-ce que vous ne craignez pas que ça amplifie l'abstention? Quelque part c'est gênant, mais on n'est pas maître du calendrier. Hein. Le Conseil constitutionnel donne entre 6 semaines jusqu'à 3 mois, je crois. Et on s'attendait plutôt à une élection fin février. Et bon, elle arrive fin janvier. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui a acté les dates. Point. On avance. Vous faites avec. On fait avec, oui. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez vous disiez que la NUPS tient, que tous ses partenaires réussissent à travailler ensemble et à déposer leurs propositions. En Charente, une partie de la gauche, que ce soit Philippe Bouty, qui estimait que LFI était trop sectaire pour lui, ou Jérôme Lambert, qui jusqu'au bout du bout, avant le dépôt de candidature, a été très critique à votre égard, allant jusqu'à qualifier d'extrémiste. Comment réconcilier ces gauches-là? Par le programme. Je pense que j'ai envie de dire quelque chose d'assez simple. Si on pense à soi, dans le secret de l'isoloir, on vote un peu comme on veut, peu importe. Mais si on pense à ce qui va se produire avec le réchauffement climatique et à l'avenir de nos enfants, on vote forcément NUPES. On vote forcément NUPES parce que actuellement, il n'y a rien d'autre qui parle de bifurcation écologique, qui parle de sauvegarde de l'écosystème, qui parle de laisser une planète un peu moins difficile à nos enfants. On est en train de rouler à 130 à l'heure sur une autoroute et on se prend le mur du réchauffement climatique. Le président de la République, il est à la manœuvre depuis 10 ans. Il a été condamné de l'État 2 fois pour inaction climatique et on continue. Et il fait la tournée des pays pour acheter gaz et pétrole et on n'a rien prévu. On est en pénurie de médicaments, on est en pénurie de profs, on est en pénurie de soignants. C'est le chaos. On est en pénurie de tout et on nous demande de continuer. Bah non, on va dire non, on va s'arrêter, on va se poser et on va proposer un autre monde. Un autre monde reste toujours possible. Qui est très vert. Je reprenais là, le tract que vous avez commencé à distribuer ce matin sur Angoulême. Alors dans la NUPES, il y a EELV, donc oui. C'est assez logique. Mais faire de l'eau un bien commun, injection de 40 milliards d'euros par an dans la bifurcation écologique. Thomas Meignet vous dirait il n'y a pas d'argent magique. Alors, je vais lui répondre la France. Je vais lui répondre à travers vous, M. Karoum. Voilà, 170 milliards, en fait 157, si on est très précis, c'est une étude de la CGT qui a duré 2 ans. 157 milliards par an, sans contrepartie aux grandes entreprises. Entre les baisses de cotisations sociales, le CICE, j'en passe. 157, on va arrondir à 160 milliards. 40 milliards par an, sans problème. Je le rappelle, embaucher 100 000 profs, c'est 5 milliards. 100 000 personnels soignants, c'est 5 milliards par an. 100 000 magistrats, on double le nombre de magistrats, c'est 5 milliards par an. 100 000 policiers, c'est 5 milliards. Vous prenez 400 000 personnes pour faire du service public et du lien, ça vous coûte 20 milliards. Les 40 milliards actuellement qu'on a proposé nous pour faire la bifurcation écologique, on arrive à 60, il en reste encore 100 pour ceux qui se gavent là-haut. Donc, il y a de l'argent. Le sujet national, qui a défrayé la chronique depuis l'automne, et encore plus en cette fin d'année, c'était la position d'Adrien Quatennens, chez LFI, donc, qui a été condamné pour violence conjugale.
Quelle est votre position sur le sujet? Pour vous, a-t-il encore sa place chez LFI ou demandez-vous, comme d'autres, son exclusion du parti? Je vais faire une réponse complète. Donc Adrien Quatennens a été jugé et condamné pour violence conjugale à 4 mois de prison avec sursis. Et la peine a été, je dirais, entre guillemets, suivie au sein du groupe de la France Insoumise, où il y a eu un vote, et à la majorité, il a été exclu pendant 4 mois, avec obligation de suivre des stages d'éducation concernant les violences faites aux femmes. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il va y avoir une autre réunion pour statuer au bout des 4 mois. Ce que je sais par contre, c'est qu'une fois que Adrien Quatennens a été condamné 2 fois, nous ici sur ce plateau, est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit aller au-delà de ce que propose la justice? Alors nous sur ce plateau, je ne sais pas, mais beaucoup de vos amis politiques le demandent en général, dans ce genre d'affaires. Oui, alors moi je pense qu'effectivement, Adrien Quatennens, maintenant, il est face à lui-même. Il a un miroir devant lui. Nous sommes le seul mouvement qui a porté haut et fort, je dirais, la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y avait 1 milliard de consacrés par an sur ce qu'avaient estimé les associations. Donc il est vrai que cette affaire, va falloir qu'on la règle. Et elle se réglera automatiquement pour Adrien Quatennens par les électrices et les électeurs de sa circonscription. Qu'il démissionne, qu'il attende une dissolution, ou bien qu'il finisse son mandat, quoi qu'il arrive, il sera obligé de se soumettre, je dirais, au vote des électrices et des électeurs. Et je pense qu'il faut faire confiance à la sagesse de ces personnes qui vont voter. Elles diront tout simplement, donc ce sera le 3e jugement, après celui de la justice et celui du groupe LFI. Le 3e jugement, c'est de dire... Pour se présenter à ce jugement-là, est-ce qu'il pourrait avoir l'étendard NUPES? Est-ce qu'un homme condamné pour violence conjugale peut-il encore porter les valeurs de la NUPES? Je pense effectivement que c'est un débat qui va se dérouler là. Il est important qu'il se déroule, il est important que les gens qui se manifestent pour, contre, puissent parler librement. Nous sommes pour que la parole soit libre, on n'a pas de souci avec ça. J'ai vu qu'il y avait une pétition de 1300 personnes qui avaient signé une tribune pour qu'il démissionne. On a regardé dedans, il y a 30% d'insoumis, hein, donc le reste c'est des non-insoumis. On doit être à l'écoute de ce qui se passe. On doit faire attention aussi à l'image qu'on véhicule. Je reste persuadé que le groupe, moi j'y suis pas encore, j'y serai peut-être, et je prendrai une position en fonction de tout ce que j'aurai comme information supplémentaire. Et puis, à partir de ce moment-là, je ne vais pas tergiverser, quoi. Je dirais oui, non, et j'aurai une position franche et tranchée. Actuellement, j'estime que 2 condamnations, il va y avoir la sanction des électeurs. Je pense que c'est très bien comme ça. D'accord. Au mois de juin, Jean-Luc Mélenchon était votre locomotive, votre leader. Depuis quelques semaines, quelques mois, on a entendu des voix en interne s'élever, que ce soit Clémentine Autain, François Ruffin, qui en appelait aux sociodémocrates notamment, et à peut-être moins s'agiter et à s'ouvrir un petit peu plus. Est-ce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon peut être votre boulet du mois de janvier, après qui vous est porté au mois de juin? Alors, vous êtes un légitimiste et il a créé LFI. Je pense que sans Jean-Luc Mélenchon, la gauche n'existerait plus. Qu'on le veuille ou non, on aime ou on n'aime pas le bonhomme, mais sans Jean-Luc Mélenchon, la gauche n'existe plus. On serait dans le même état que l'Italie, avec une droite forte et une extrême droite peut-être au pouvoir. Il a osé en 2008 quitter le PS pour une gauche de rupture. Donc, il a remis en cause. C'est quelqu'un qui a toujours fait un seul mandat à la fois, même s'il a fait une longue carrière politique, et il voulait remettre la gauche à gauche. C'est ce qu'il a fait. Je disais tout à l'heure que l'élection présidentielle a tranché. On a travaillé comme des fous sur le programme en 2017, il a été amendé et revu pour 2022. Il portait avec brio ce programme. Évidemment, on peut toujours lui reprocher quelque chose, il n'avait pas le droit à la moindre erreur, sinon... Pendant une semaine, on en prenait plein la tête dans les médias. Mais si on est honnête intellectuellement, on se doit de reconnaître que sans lui, la gauche n'existerait plus. Je le pense vraiment. Alors, est-ce que c'est un boulet? Non. C'est quelqu'un maintenant qui s'est mis en retrait. Il est, je crois, président de l'Institut La Boétie. Il va faire de la politique autrement. Le fait qu'il y ait des ambitions personnelles des uns et des autres, elles vont se trancher avec le temps. Je pense que 2027, c'est loin.
émergera certainement quelqu'un qui fera consensus. Je ne crois pas aux gens qui apparaissent, et à moins d'avoir beaucoup d'argent et d'être soutenu par le pouvoir de l'argent comme M. Macron, là oui, on peut apparaître, mais quelqu'un qui... Aujourd'hui, les gens ont besoin de sincérité. On peut reprocher ce qu'on veut à Jean-Luc Mélenchon, c'était quelqu'un de sincère dans son engagement politique à gauche. Le passé nous a montré que déjà faire consensus dans une seule composante de la gauche, ça pouvait être très compliqué, mais alors dans 3 composantes... 4, excusez-moi. Pour vous, la NUPES doit vivre jusqu'à 2027, ou c'est l'histoire d'une mandature et d'une aventure, et ensuite... La NUPES sera ce que nous en ferons. Et vous avez envie d'en faire quoi? Écoutez, nous ici, au moins en Charente, sur le mois de juin, on avait fédéré fortement avec Europe Écologie Les Verts, avec Génération. Le PCF a dit clairement, effectivement, qu'il nous soutenait, et on a eu 3 dissidents, dont Acte. On a avancé, les gens ont vu la façon dont on a fait campagne, on a été propre, on n'a jamais critiqué qui que ce soit, on est resté campé sur notre programme parce qu'on y croit, on le porte. Et quelque part, je pense que même les gens de gauche qui nous dénigraient se sont rendus compte qu'on n'est pas des fous furieux, qu'on croit aux valeurs qu'on porte, on croit aux propositions qu'on porte. Et je vous le disais tout à l'heure, enfin franchement, on ne se bat pas pour nous, quoi. On se bat bien sûr pour nous, mais pour nos idées et pour qu'on change le quotidien des gens. Les gens, quand ils ne vont pas voter, il faut qu'ils se rendent compte que la politique s'occupe d'eux. Ce qui leur pourrit la vie, ce sont quand même les lois votées à l'Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non. Après, ça décline par rapport au pouvoir qu'on donne aux maires, au conseil départemental, au conseil régional. Mais la loi de tous les jours, les lois travail cassées par El Khomri, Macron 1, et Philippe, Macron 2, ces lois-là, elles s'appliquent tous les jours dans le Code du travail. Quand on fait la réforme des allocations chômage, là, on va mettre encore plus la pression sur les gens. Vous vous rendez compte? Alors, moi, je ne suis pas député, mais comment on peut voter quelque chose d'aussi, je vais le dire, stupide? S'il y a moins de 6% de chômage, au lieu d'avoir 25%, on a 40% de moins. Ça veut dire que s'il y a une région qui marche très très bien, et une région qui est faiblarde, et qu'on passe juste en dessous des 6%, à la région qui est faiblarde, où il n'y a plus de boulot, on va leur dire « bah tant pis pour toi, les autres ils ont fait mieux que toi, et toi tu auras moins de chômage ». Non mais comment on peut penser des choses pareilles? Alors justement, sur le national, la façon de voir la société, pour vous, Renaissance est un adversaire et le RN un ennemi, ou pour vous, ce sont 2 visions du monde aussi dangereuses l'une que l'autre? Et de la société, pas que je parle vraiment là sur le plan de ce qui change la vie des gens. Ils sont à mettre dans le même panier d'un point de vue économique. Les droites sont pour les baisses de cotisation, c'est-à-dire c'est la destruction du CNR, c'est la destruction de la solidarité et c'est la privatisation de la santé, de l'école, de tout ce qui est assurance chômage et tout ce qui est assurance vieillesse. Donc c'est une manne qui est assez importante, il faut comprendre ça. Ils ont voté ensemble le budget de la Sécu, pas quand il est passé en 49.3 après, mais au fur et à mesure des amendements. Et regardez, c'est quelque chose de simple. Il y a une inflation de 6,5. Le budget de la Sécu, c'est 500 milliards. Donc normalement, il aurait dû augmenter de 30 milliards. Et on nous dit, waouh, on a augmenté le budget de la Sécu d'1 milliard. Il en manque 30. Ça veut dire que vous avez dit les droites. Pour vous, le RN est de retour dans la droite? Non, quand je dis les droites, je parle d'un point de vue économique, ils votent la même chose. D'un point de vue, on va dire, identitaire et culturel, non, je ne mélange pas l'extrême droite avec les droites. On va dire, il y a les droites républicaines, mais M. Zemmour, et Mme Le Pen dans une moindre mesure, mais la violence de M. Zemmour a adouci Mme Le Pen d'un point de vue image, mais elle est restée la même. Et en fait, la banalisation des propos très violents qu'il a tenus comme chroniqueur sur CNews fait quoi? Fait qu'aujourd'hui, il passe à l'acte. On est passé des paroles sur les plateaux, on a tellement banalisé la violence du Front National qu'aujourd'hui, Louis Boyard fait un meeting dans une université, il y a des gens qui sont d'extrême droite qui viennent casser des militants, qui viennent casser... Donc, quelque part, on a un problème, c'est que non, je ne peux pas dire que c'est la même chose. Quand je dis les droites, je parle d'un point de vue économique. Et quand je parle vraiment après du comportement,
Non, il y a une droite républicaine qui, effectivement, est à l'opposé d'un certain nombre de choses avec nous. Et il y a une extrême droite, et je ne les mélange pas. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pilato. On va vous libérer après cette interview très riche. Donc, nous vous rappelons que le premier tour des élections législatives sur la première circonscription de la Charente aura lieu le 22 janvier, de 8h à 18h, qu'il faut vérifier son bureau de vote avant de s'y rendre. Et le deuxième tour aura lieu le 29 janvier. Merci à tous et encore belle année 2023 à vous.